L'heure de pointe, David Torchala. Bonjour à tous et bienvenue dans l'heure de pointe, ce temps société sur Radio Présence. On est ensemble pendant 40 minutes pour une émission qui a du sens, une émission tournée vers l'humain, l'inclusion. Ça c'est un mot important et on va le répéter tout au long de cette émission avec des belles initiatives de notre territoire parce que cette semaine c'est un moment fort, vous le savez, du 17 au 23 novembre, c'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées partout en France et en Occitanie, bien sûr. Alors, avec moi, je suis avec Anne Deslois. Bonjour Anne. Bonjour David, bonjour à tous. Et puis, je suis avec Delphine Pereira. Bonjour Delphine. Bonjour David, bonjour à tous. Vous avez déjà très certainement couvert avec le groupe La Dépêche cette information, cet événement, la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. On va en parler et on va parler particulièrement de ces acteurs engagés près de chez nous. Il y a notamment l'ADAPI des Hautes-Pyrénées, une association, on peut dire incontournable, vraiment localement, qui accompagne les enfants, des adolescents, des adultes en situation de handicap intellectuel ou psychique et qui innove sans cesse pour favoriser la participation de tous à la vie citoyenne, sociale et professionnelle. On va voir si on a bien résumé l'émission de l'ADAPI parce que nous avons la joie et la chance d'accueillir Evelyne Lucotte-Rougier. Bonjour Evelyne. Bonjour à tous. Vous êtes la présidente de l'ADAPI 65. Merci d'être avec nous, d'être sur Radio Présence. Alors, il faut bien qu'on démarre, mais pour commencer, déjà une première question. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est l'ADAPI 65 ? L'ADAPI des Hautes-Pyrénées, association parentale, familiale, gestionnaire d'établissements médico-sociaux. Association qui fête cette année ses 60 ans. Donc c'est pas rien. C'est une histoire familiale au départ une famille, 8 familles exactement, qui ont souhaité trouver des réponses pour des enfants trisomiques pour apporter un soutien, un répit. Et l'idée qui a été de créer l'ADAPI pour pouvoir accueillir ces enfants, donc qui aujourd'hui c'est devenu le siège social à Lourdes, mais au départ c'était le lieu où les enfants étaient accueillis. Donc ça a commencé par un investissement de la part de Monsieur Camino, qui a été le fondateur de l'ADAPI des Hautes-Pyrénées. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, l'ADAPI a créé différents établissements, différents services pour pouvoir accompagner tout au long de la vie. Parce que ce sont les statuts de l'ADAPI. Pouvoir accompagner tout au long de la vie les personnes vivant avec un handicap et du coup trouver aussi des réponses pour les familles. Et donc pour cela, vous avez différentes structures. Il y a des structures qui accueillent juste les personnes handicapées. Il y en a où elles résident. C'est quoi la différence ? Elle est importante, la différence, parce qu'en fait, nous avons divers niveaux d'accueil. Nous pouvons accueillir les enfants, les adultes, en accueil de jour simplement, du matin au soir, où nous pouvons également accueillir les personnes en permanence à l'ADAPI. Et il faut savoir également que l'ADAPI a été une terre d'accueil pour des enfants qui sont devenus adultes aujourd'hui, pour des enfants de la pupille qui sont arrivés de Bordeaux et de Paris à l'ADAPI. Et nous accueillons donc les enfants souvent donc pour démarrer sur un premium d'âge. Souvent, les enfants de 6 ans à 20 ans, c'est l'agrément d'un institut médico-éducatif qui a vécu aussi avec, au travers des 60 ans de l'ADAPI, l'IME a aussi évolué et vécu. Il a démarré à Lourdes. Ensuite, on a eu une petite unité sur Montastruc et aujourd'hui, nous sommes basés à Tarbes, avec un petit passage à Azerex pendant un temps. Et donc, institut médico-éducatif où nous accueillons des enfants et se raccroche aussi à cet institut médico-éducatif divers services, plutôt dans cette notion un peu inclusive, avec des unités d'enseignement donc dans les écoles, donc maternelles, élémentaires. Et nous avons également divers services
qui vont amener des professionnels du médico-social, souvent des éducateurs spécialisés, dans les écoles pour essayer de détecter et d'accompagner l'éducation nationale dans un parcours pour l'enfant. Et éviter peut-être qu'à un moment donné, il ait une orientation en IME s'il peut être maintenu le plus possible à l'école. Ça, c'est pour la partie enfant. Si on comprend bien, finalement, l'ADAPI qui est né à Lourdes, aujourd'hui a des ramifications dans toutes les Hautes-Pyrénées. Oui. Donc, des antennes, des structures, des personnes aussi. Est-ce que pour nous situer, donner-nous quelques chiffres clés? J'allais y venir. Aujourd'hui, à l'ADAPI, nous avons 650 salariés, plus de 1200 personnes accueillies avec l'emploi accompagné et Cap Emploi. Et sinon, c'est 850 personnes en permanence accueillies et accompagnées dans nos établissements. Ce qui veut dire, pour continuer dans la présentation, donc il y a l'enfance et ensuite il y a effectivement les différentes structures pour adultes. Donc nous avons foyer de vie et établissement d'accueil médicalisé, ce qu'on appelait auparavant les FAM, foyers adultes médicalisés. Nous avons les maisons d'accueil spécialisées. Donc là, c'est plutôt destiné à des personnes lourdement handicapées, en tout cas qui ont besoin en permanence de soins et surtout de soins médicaux. Et nous avons, donc foyer de vie, je l'ai dit, et nous avons foyer d'hébergement qui fonctionne très souvent avec le milieu du travail, donc ce que nous appelons les ESAT. Avant de prendre la présidence de l'ADAPI, est-ce que vous connaissiez, vous, personnellement, le monde du handicap, ou est-ce que vous avez fait un plongeon dans cette réalité qui est parfois aussi un peu méconnue, très, très, très structurée est-ce que je suis moi-même maman d'un jeune adulte aujourd'hui en situation de handicap. Donc un jeune adulte qui a fêté ses 31 ans en septembre, qui est un autiste avec une déficience intellectuelle. La particularité, on découvre le handicap lorsqu'on le vit souvent, en tout cas quand dans un engagement comme le mien. Et en fait, c'est le parcours de mon fils qui a été plutôt extrêmement chaotique. Il n'a jamais été accueilli à l'ADAPI des Hautes-Pyrénées. La rencontre avec mon prédécesseur a été une rencontre humaine. Un président qui était malade et en fait nous nous sommes rencontrés lors d'une réunion et j'avais déjà sans doute, sans le savoir, cet engagement extrêmement profond pour défendre les droits des personnes vivant avec un handicap et faire évoluer la société, parce que accepter la différence, faire comprendre qu'être en situation de handicap, c'est avant tout être un être humain, un citoyen, une personne, et non pas être réduit au handicap. Donc effectivement, cette découverte et l'accompagnement de mon fils et sa particularité m'a amené à aussi observer que la façon dont on accompagnait les personnes dans les différents établissements était sans doute extrêmement vertueuse à un moment donné, sauf qu'elle ne l'était plus. Elle ne l'est plus aujourd'hui, ou elle ne l'était plus. Et il fallait amener un changement, une dynamique différente pour que chaque professionnel, qui est d'ailleurs extrêmement investi dans son métier et très à l'écoute de la personne, fasse aussi un pas de côté pour être plus la canne sur laquelle la personne va pouvoir s'appuyer, plutôt que de faire à la place d'eux. Et c'était plutôt intéressant, et c'était mon challenge d'arriver à l'ADAPI et de dire « Ok, l'ADAPI a une belle histoire, elle avait 50 ans, elle fêtait ses 50 ans à l'époque. » Eh bien, j'ai dit il faut absolument que l'on accompagne tout le monde et le faire avec les professionnels pour que chacun puisse se rendre compte que accompagner une personne en situation de handicap, c'est pas la transformer. C'est juste essayer de comprendre qui elle est et comment est-ce qu'on doit pouvoir lui trouver sa place au sein de la société. Et forcément, tout ça, ça me parle et ça faisait écho avec qui je suis finalement. Anne Deloye. On entend justement à travers ce que vous dites que l'ADPI a de fortes valeurs, quoi. Mais quelles sont justement peut-être les trois
prioritaires, les 3 valeurs prioritaires que vous mettez en place, notamment depuis que vous êtes présidente. Peut-être dans le lien avec les familles aussi. Qu'est-ce que votre vécu à vous personnellement, qu'est-ce que ça a changé dans même l'organisation de l'ADPI et dans ses valeurs? Le respect, l'écoute, l'accompagnement. Ouais. Elle dit 3 mots. Hein. Oui. Parce que vous pensez... Bonne réponse. Vous pensez qu'il y a du travail, un travail considérable derrière ces 3 mots. Oui. D'abord sur le respect. Sur le respect. Alors, le respect, lorsqu'on parle de respect, c'est dire, mais oui, tout le monde se respecte, tout le monde s'adore et tout va bien. Non. Respecter une personne vivant avec un handicap, c'est respecter tout simplement ce qu'elle est et surtout ce qu'elle ne sera jamais. Ça veut dire l'apprendre avec ses compétences et ses appétences, avec cet être humain qui finalement, c'est l'effet miroir, c'est de dire, mais elle est généreuse avec son sourire, avec ses yeux lorsqu'elle n'est pas verbale, elle est généreuse avec son toucher lorsqu'elle a besoin de tenir la main pour parler à quelqu'un, elle est généreuse au contraire quand elle dit ne me touchez pas parce que je ne supporte pas qu'on touche ma peau, et pour autant elle est bien présente. C'est ça le respect, c'est respecter la personne qu'elle est avec sa différence. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, peut-être proche de nous, vous qui avez vécu avec, au travers le parcours avec votre fils, notamment dans ce respect, dans cette approche? Il y a un travail à plusieurs niveaux, en interne, dans les associations médico-sociales. D'ailleurs, je rappelle que l'ADAPI est adhérente aussi, fait partie du grand mouvement national parental qu'est l'UNAPI et qui porte ces valeurs profondes de dire mais ne nous mettez pas de côté et faites avec nous. Souvent, Luc Gatto, le président national, dit il y a cette triple expertise qui est l'expertise de la personne elle-même, l'expertise de la famille et l'expertise du professionnel. Et c'est de se dire, mais en fait, on doit absolument acculturer la société à venir à notre rencontre. Moi, je parle souvent d'inclusion inversée. C'est un peu mon idée aussi par rapport au restaurant, lorsqu'on va l'évoquer tout à l'heure. C'est pas toujours... Et la loi de 2005, finalement, pour ne parler que de celle-ci, elle dit que tout doit être construit en fonction du besoin des personnes vivant avec un handicap. Et on a trop tendance, encore aujourd'hui, à faire en fonction de la population, des besoins de la population, et finalement, la personne handicapée, elle va s'adapter. Et c'est pas ça, en fait, parce qu'elle en est totalement incapable. Et d'ailleurs, il faut pas que ça soit ça. Même si elle va performer et même si elle va réussir à trouver peut-être pour certaines d'entre elles un emploi et s'émanciper de beaucoup de choses, elles ont une place qui, elle, à l'heure, qui ne sera jamais la nôtre, parce qu'elles n'ont pas une représentation de la société comme nous, on peut l'avoir. Donc oui, il faut acculturer la société. Il faut aussi accompagner les professionnels du médico-social à appréhender et accompagner les personnes différemment. Vous avez parlé comme autre pilier, c'est l'écoute. Il faut prendre du temps pour l'écoute. Il faut écouter les personnes handicapées. Il faut peut-être également écouter aussi le réseau de professionnels qui vous accompagnent. Comment vous vivez cette mission d'écoute au sein de l'ADAPI ? La mission de l'écoute, c'est pas inné dans une association médico-sociale. Ouais. Et c'est toute la représentation que l'on peut avoir. D'ailleurs, lorsque je suis arrivée dans ce milieu, qui n'était pas du tout mon parcours, j'allais très très vite et on me disait oh là 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 là. Vous veniez d'où avant d'arriver dans le handicap ? Je venais d'une collectivité territoriale, ouais. Donc j'étais plutôt axée sur un travail, justement le service public et la politique et comment on construit les choses, mais surtout comment on construit les choses pour amener une réponse qui convienne à un individu. Il a fallu adapter votre rythme alors. Donc il a fallu que j'adapte un petit peu mon rythme parce que j'étais un peu... Alors je le suis toujours parce que je pense qu'on ne se refait pas. Et ça fait partie, moi, de mon ADN, d'aller vite, mais de prendre le temps à la construction. Donc l'écoute,
il a fallu aussi que je me l'impose. J'ai le cerveau qui va très très vite et ce qui fait que souvent j'ai envie de répondre au milieu de la phrase et quand on me pose une question et je dis non. Donc déjà moi un travail sur cette écoute parce que il n'y a rien de mieux que l'exemplarité. Donc si je ne faisais pas ce travail d'écoute et de me mettre aussi au service des professionnels, des familles, et bien évidemment, en premier lieu, des personnes en situation de handicap, finalement, je n'étais pas dans la mission. Donc, c'était ça, l'écoute. Et écouter, ça ne veut pas forcément toujours dire « Ok, on va dans votre sens Ouais. ». C'est-à-dire, je vous ai écouté, mais du coup, vous devez vous aussi m'écouter. Il y a de l'écoute et de l'autorité. Anne, vous avez... il y a un troisième pilier. Il y a un troisième pilier qui était donc plutôt l'accompagnement, vous nous aviez dit. Alors c'est peut-être aussi l'accompagnement à la fois des professionnels, bien sûr, des personnes en situation de handicap et de leur famille. Je suppose qu'il y a beaucoup de liens quand même qui doivent s'instaurer entre les parents, les frères et sœurs, les personnes accueillies par l'ADPI et puis le monde professionnel. Comment ça communique tout ça? Comment ça s'accompagne? Et un quatrième acteur qui est les politiques publiques. Ah. Donc, l'accompagnement au quotidien, c'est moi avec mon fils, par exemple, où effectivement je dois m'interroger en permanence sur ses besoins et non pas l'amener là où moi je souhaiterais qu'il soit. Donc, c'est être à son écoute en permanence et l'accompagner avec son rythme et avec ses compétences, mais surtout ses appétences, ses envies, ses besoins. Ça, c'est mon accompagnement en tant que parent. Et amener les professionnels vers ce même cheminement. C'est de dire, vous devez accompagner un individu dans un collectif. Ce qui n'est pas facile. Ah oui. Parce que quand j'accompagne moi mon fils à la maison, il est dans son environnement. Et c'est sans doute beaucoup plus aisé pour moi parce que je suis dans mon environnement, il est dans le sien. Accompagner un individu dans un collectif, dans un environnement particulier qui est un établissement, c'est pas facile. Mais pour autant, les professionnels, et moi je salue les professionnels parce que ce sont des métiers passion. Accompagner tous les jours des personnes vulnérables, fragiles, ce sont des métiers passion. Et se dire qu'ils doivent aussi changer de prisme. Je ne fais plus à la place d'eux, je ne décide plus à la place d'eux. Je dois être juste en fait sa canne et l'accompagner dans ce qu'elle souhaite faire et même si c'est pas mon projet. C'est là où le changement et la transformation, elle est là. C'est de dire que le professionnel, par rapport à ses propres valeurs, à ses propres engagements, à ses propres représentations, doit faire un pas de côté et doit se mettre à la place de la personne, mais pas décider pour elle. Et Evelyne, vous qui êtes présidente de l'ADPI, on peut imaginer du coup que vous prévoyez le développement dans ce sens-là, et puis au final, vous êtes forcé de prendre des chemins détournés. C'est pas facile en fait de manager, de donner des orientations au service de l'inclusion, quoi. Il faut accepter de se sentir bousculé, de changer, de réorienter, comment vous en sortez de tout ça? Alors je m'en sors plutôt agréablement bien parce qu'en fait je me suis donné cette mission. Lorsque je suis arrivée il y a 10 ans, je n'ai absolument pas changé de trajectoire. Donc oui, parfois il y a les petits chemins de traverse et de se dire ah mince, la ligne droite ça va pas. Donc on va se prendre un chemin à droite ou un chemin à gauche, mais je ne change pas de cap. C'est le même cap d'il y a 10 ans. Et d'ailleurs, quand je relis mes discours, finalement, je pourrais presque réutiliser toujours les mêmes parce que je n'ai pas changé de trajectoire. Quel progrès vous avez noté en 10 ans? Énorme. Énormément. Un changement profond de posture des professionnels qui aujourd'hui sont dans l'accompagnement, sont dans l'écoute, sont dans le projet de la personne
et non plus dans le projet d'établissement comme ce qui pouvait se faire auparavant. Je voulais aussi un peu parler des politiques publiques, Oui. parce que association militante, on n'est pas que des gestionnaires, nous sommes aussi une association militante. Et faire bouger les lignes, ça veut dire aussi bousculer les politiques publiques, bousculer les parlementaires, bousculer les maires. Là, on va rentrer dans un plaidoyer des élections municipales. Ça veut dire qu'il y a aussi des obligations. Et c'est pas juste des discours. Donc, c'est aussi faire bouger les lignes. C'est aller sur ce militantisme aussi, de dire, OK, vous êtes peut-être au pouvoir, mais le pouvoir, il est très éphémère pour tout à chacun. L'emploi est un point important cette semaine. L'emploi évidemment, est un point cette important. semaine européenne. Oui. Est-ce que il y a des choses qui sont faites? Vous pensez que c'est pas assez? On peut faire plus? On peut toujours faire plus. On peut faire mieux? On peut faire plus, on peut faire mieux. Et quelque part, lorsque nous aurons gagné sur le fait de dire qu'il n'y a plus le duodet et qu'il n'y a plus la semaine européenne de l'emploi pour les personnes handicapées, que ça devient quelque chose de hyper naturel, je serais ravie. Parce qu'à la limite, le meilleur combat, c'est qu'il n'y ait plus cette semaine européenne de l'emploi handicapé. Parce qu'une fois de plus, comment pouvons-nous réussir une inclusion ou une société inclusive pleine et entière si à chaque fois on stigmatise par des périodes? Oui, ça c'est vrai. Delphine Pereira. Justement, chez vos résidents, chez les personnes que vous accompagnez, il y en a qui cherchent un emploi. Comment vous les orientez ou quelles sont vos relations justement avec le monde du travail pour pouvoir arriver à trouver l'emploi qui correspond à la personne que vous allez présenter? À l'ADAPI, nous avons la chance, et vraiment c'est une chance, c'est l'honneur de pouvoir porter Cap Emploi depuis plus de 30 ans. Et le fait de travailler avec Cap Emploi et d'avoir la responsabilité et la gestion directe de Cap Emploi fait que Cap Emploi, dans le droit du travail, est vraiment c'est le lien et c'est l'interlocuteur qui va effectivement construire un réseau pour accompagner des personnes qui ont une ERQTH et qui pourraient aller vers l'emploi. Une ERQTH, dites-nous. C'est une reconnaissance de qualité, de la reconnaissance du handicap pour une personne. Ok. Oui, excusez-moi avec les... On a vu qu'à l'ADAPI, il y avait pas mal de sigles comme ça. Il y en a beaucoup. Et donc, pourtant, j'essaye de nous serons vigilants. Oui. Au prochain, on vous demandera une définition. Pardon, je vous ai coupé. Exactement. Donc, il faut que j'essaye de tout de suite vous donner la définition. Et donc, nous avons cette chance-là. Et c'est toujours pareil. Moi, je préfère que l'on soit acteur plutôt que consommateur. Donc, lorsqu'on est acteur d'un dispositif, Cap Emploi, il y a eu l'emploi accompagné qui a été mis en place aussi ces dernières années. C'est aussi l'ADAPI qui le porte. Donc, lorsqu'on est acteur d'un dispositif, du coup, on peut l'adapter de manière la plus optimale possible pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Il peut y avoir une personne qui soit à la recherche d'un emploi en situation de handicap et qui n'a pas forcément besoin d'aller vers nos ESAT. Elle peut être vers le milieu ordinaire, travailler en milieu ordinaire, mais avec un accompagnement spécifique. Et force est de constater quand même et reconnaître que l'emploi accompagné, c'est une personne qui va accompagner tout au long de la vie la personne qui sera en emploi dans une entreprise ou ailleurs. Donc c'est plutôt vertueux comme projet. Donc accompagner, écouter, c'est toujours la même chose, hein, se mettre à disposition de la personne qui en a besoin. C'est très enrichissant d'être avec Evelyne aujourd'hui parce que vraiment elle nous plonge dans l'inclusion. Elle a parlé tout à l'heure d'inclusion renversée. Ça, c'est une notion qui interpelle assez fortement, je trouve, en tout cas la société qui a encore besoin de travail pour être dans ses valeurs partagées, de respect, d'écoute, d'accompagnement
vraiment qui fondent le projet de l'ADAPI. Alors on va s'arrêter un instant dans un lieu tout à fait un peu hors du commun. C'est ce restaurant de la Renaissance. C'est au centre-ville de Lourdes, vraiment en plein cœur de Lourdes. Alors pour les urbains connaissent un peu les cafés joyeux, ça on voit maintenant pas mal ça dans les grandes villes. Et ben à Lourdes c'est la Renaissance. Evelyne, qu'est-ce que c'est que ce restaurant? Alors, c'est un restaurant classique. Et justement, vous faites le parallèle avec les cafés joyeux. Ce n'est absolument pas le même concept. Bon, ben voilà. Eh ben, écoutez, Mais on y est quand même très joyeux à la Renaissance. Mais nous y sommes quand même très heureux. Ah, pourquoi alors on est tenté de faire des parallèles comme cela? Ouais, ah oui. Mais parce que ben, voilà, je pense que c'est la réduction que l'on peut faire des lieux dits inclusifs, où des personnes vivant avec un handicap vont y travailler. Et effectivement, on a beaucoup entendu parler des cafés joyeux, sauf que les cafés joyeux, c'est pas du tout le concept d'un restaurant. Si vous venez déjeuner à la Renaissance, c'est un restaurant bistronomique. Ouais. Donc nous sommes sur c'est chic, hein. Moi, j'y suis déjà allé, c'est très chic. C'est un restaurant effectivement très chic et j'y tiens. Je suis toujours en train de modifier la décoration, enfin en tout cas d'être dans cette, d'avoir le petit détail qui va faire que nous sommes dans un lieu chic, haut de gamme, et pour autant avec des coûts au niveau des menus et les montants des menus qui sont pas à la hauteur de la qualité de la cuisine. Mais c'est aussi un choix parce que nous sommes à Lourdes et que je voulais que tout le monde puisse venir découvrir le restaurant de la Renaissance, qui est un projet vertueux et humaniste, tout simplement. La possibilité pour des personnes vivant avec un handicap qui ont une passion qui est la cuisine et qui n'ont pas la capacité de suivre une formation parce qu'ils vont être empêchés par leur handicap ou toute autre chose qui va à un moment donné les déconcentrer, donc ils vont pas y arriver. Et je me suis dit, plutôt que d'attendre à chaque fois le lieu qui va bien, nous allons le créer. Donc, nous avons cherché le lieu qui allait bien, et le hasard parfois, la synchronicité, ça fonctionne. On se retrouve devant la Renaissance qui était à vendre, et donc eh bien, le pari, c'est de dire, nous achetons le restaurant, nous achetons le fonds de commerce, nous allons totalement le rénover. Et en fait, il ne va y avoir que des personnes vivant avec un handicap dans la brigade et en salle. Et juste 2 personnes, la responsable de salle et le chef, qui vont driver tout ça. Et moi, parce que j'y suis en permanence, en gestion directe, le restaurant. Parce que c'est vraiment un de mes bébés. Et alors, comment ça se passe? Les premiers, ça fait combien de temps qu'il est ouvert? 3 ans. 3 ans. Et donc, les retours, vous en avez beaucoup, je suppose. Qu'est-ce qu'on vous dit? Très positif. Souvent, les gens sont extrêmement touchés par la posture des personnes et la qualité de l'assiette. Et alors, j'ai fait une petite lettre parce que je voulais que les gens comprennent aussi où est-ce qu'ils se retrouvaient. Parce qu'il peut y avoir, effectivement un peu d'attente, ou il peut y avoir une petite erreur, et du coup ça permet de recentrer et à chaque fois de remettre le projet au cœur de ce qu'il est, un projet vertueux et humain. Et franchement aujourd'hui, quand je fais le point avec chaque personne qui se trouve à la brigade ou qui se trouve en salle, et que je les vois avec des étoiles dans les yeux, performer, parce que par contre, on ne joue pas avec la clientèle. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'entraînement. C'est-à-dire que le client est là, et il doit repartir content, et il repart content. Donc ça veut dire qu'ils sont vraiment sur un réel métier. Et d'ailleurs, vous avez obtenu un label. Oui. Tourisme et handicap, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Énormément de choses. Parce que, pour faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure sur l'ADAPI, c'est ça aussi. Ça veut dire qu'on doit être vertueux aussi dans ce qu'on fait, exemplaire. Et la première chose à laquelle je me suis attaquée, c'est effectivement d'avoir ce label. Parce que je me suis dit, si nous sommes un restaurant donc où il y a principalement des personnes vivant avec un handicap qui y travaillent, et que nous ne sommes pas en capacité d'accueillir
tous les handicaps, Il y a un truc qui va pas. Oui. c'est incohérent. Et donc c'est vraiment, je voulais vraiment avoir ce label parce que ça donne du sens aussi au projet. Anne Deslois. Quels sont vraiment les retours que vous avez de la clientèle qui fréquente votre établissement? Est-ce que ce sont du coup il y a des gens certainement de passage qui sont là à Lourdes, qui vont le découvrir une première fois, mais il y a peut-être aussi des personnes qui ont envie d'y revenir. Quel lien vous avez tissé justement avec des clients peut-être non plus occasionnels, mais des habitués qui ont la joie de revenir dans votre établissement? J'apprécie énormément toute la clientèle de l'ADAPI. Vous l'avez dit, il y a la clientèle de passage, les touristes, et qui parfois, sur un séjour de 3 ou 4 jours sur Lourdes, vont s'arranger pour revenir une deuxième fois. Donc c'est très plaisant, ce qui veut dire que le projet fonctionne et qu'ils en comprennent le fond. Et pour les habitués, je commence maintenant à les appeler comme ça, pour les petits habitués, j'apprécie énormément leur posture parce qu'ils sont toujours dans une posture extrêmement discrète, extrêmement respectueuse en fait de l'environnement dans lequel ils se trouvent lorsqu'ils sont dans le restaurant et non pas du tout cette posture d'arriver oui ça y est, ça fait 10 fois que je viens, je suis maintenant un client attitré. Non, comme si c'était toujours la découverte. Donc j'apprécie énormément. Et je pense aussi à la chef de salle et au chef en cuisine, Oui. la responsable de salle et le chef. Est-ce qu'ils étaient habitués, eux, à travailler auprès d'un public ou avec des personnes handicapées, ou ils avaient fait déjà une vie professionnelle dans des restos et C'est une hôtels bonne ailleurs? question, Anne Deslois. Voilà, du coup, Il est jaloux. ouais, comment voilà. est-ce que Bonne leur question. comportement, qu'est-ce que ça leur apporte à eux, professionnels de la restauration, de travailler avec l'ADAPI? Alors, donc pour l'une, donc la responsable de salle, c'est une découverte totale. Mais le projet, et d'ailleurs à chaque fois, donc ça fait 3 ans, Anne, elle est arrivée depuis le mois d'avril. Et les 2 personnes précédentes, une où c'était du bon sens, mais un projet l'a amenée vers ailleurs. Elle avait une expérience en restauration, mais un projet familial l'a amenée ailleurs. La seconde, Véronique, qui a été là pendant un temps, venait du médico-social. Pareil, un projet personnel l'a amené ailleurs. Et l'arrivée de Anne. L'arrivée de Anne qui découvre l'environnement du handicap, les personnes vivant avec un handicap, et qui découvre aussi finalement le métier de la restauration. Donc, et c'est ça que j'aime, c'est un projet humain. Et aujourd'hui, elle est totalement à sa place. Alex, notre chef en cuisine, comme j'aime à le dire, il a cette double compétence. Alex est un très très bon chef. Il a fait toutes ses classes, toutes ses études dans les grands restaurants étoilés, dans les Pyrénées-Atlantiques et en Occitanie. Ensuite, le rythme du restaurant l'a un peu épuisé et il a souhaité s'orienter vers le handicap. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à l'ADAPI il y a 10 ans. Et donc, il a travaillé à l'ESAT en cuisine. Je l'ai observé pendant 10 ans parce que j'ai toujours eu ce projet de la Renaissance en tête. Et quand il a commencé à se concrétiser, ce projet de la Renaissance, je suis allée chercher Alex parce qu'il a cette double compétence, c'est un excellent chef et il a une personnalité et une écoute vis-à-vis des personnes vivant avec un handicap qui est juste exceptionnelle. Et c'était lui que je voulais. Alors je lui ai mis un sacré défi, un sacré challenge entre les pattes parce que fallait performer de suite, mais en même temps, fallait accompagner les gens. Et il fallait modifier la carte en permanence. Voilà, ça, c'est mon côté un peu... Et il y est arrivé. Et il a relevé le défi. Et aujourd'hui, il est hyper épanoui au restaurant et il est totalement dans le projet. La Renaissance, est-ce que vous trouvez que ce restaurant porte bien son nom? Ah ben oui. Si ce restaurant n'avait pas porté ce nom, peut-être que je l'aurais appelé comme ça. Parce que franchement, ce restaurant, la Renaissance, c'est faire renaître chez les personnes à qui on leur a peut-être souvent dit non. Finalement, elles renaissent de quelque chose.
je vais pas dire des cendres, mais en tout cas, elles renaissent de quelque chose et on arrive à les accompagner, en tout cas, vers un ailleurs, vers ce qu'elles sont et ce qu'elles souhaitaient être. Merci Evelyne Lucotte-Rougier. On aurait pu rester encore un long moment à vous écouter. On va peut-être demander les heures d'ouverture et les jours d'ouverture. Oui. Ah oui. La Renaissance, donc c'est ouvert du lundi au vendredi, service uniquement le midi, mais c'est ouvert de 8h à 16h. Ça veut dire qu'on peut aussi venir le matin, un petit café, un petit croissant, rencontrer les équipes. La Renaissance à Lourdes, c'est la place du Champ Commun, bossé en plein centre, en face des Halles. On ne peut pas le louper. Tout près du Monoprix. Allez-y, et même si vous êtes un peu loin quand vous venez visiter Lourdes, et ben voilà, arrêtez-vous pour le café, mais surtout pour le repas du midi, en tout cas en semaine. Merci Evelyne Lucotte-Rougier d'être venue nous parler. Oui, je réponds à votre question, vous reviendrez, parce qu'on a besoin maintenant, vous avez créé ce besoin, on veut en savoir plus sur l'actualité de la DAPI, ADAPEI 65. Il y a un site internet .com, j'imagine à la fin, adapi65.com. .fr. Il y a vraiment, si vous souhaitez en savoir plus, et puis voilà, pour découvrir aussi toute cette mission qui sont bien au-delà de Lourdes et dans tout le département des Hautes-Pyrénées. Vous serez là la prochaine fois ? Ouais, évidemment. Okay. Ah, sans problème. On invite encore la DAPI. Oui. J'ai parlé en votre nom, vous êtes d'accord ? On a vu au micro une personne très engagée et passionnée. Et vraiment, un grand merci, Evelyne. Merci à vous pour votre invitation. À une prochaine fois. Au revoir. L'heure de pointe, David Torchalla.